Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je m'excuse encore la semaine dernière de ne pas avoir pu vous proposer de vidéo. Malheureusement j'ai tellement de travail en ce moment que c'est un petit peu compliqué à gérer de faire les vidéos et les 3 normes en même temps. Voilà, on en est au point où je sais même pas si je vais pouvoir partir en vacances pour tout vous dire. Un plaisir. Mais aujourd'hui j'ai encore plus plaisir à vous tourner cette vidéo. Voilà, je suis hyper heureuse, je suis hyper enjouée pour le faire. Et je vais vous présenter l'imaginaire, que ça soit en anglais ou en français. Bien sûr le titre en anglais est disponible en français aussi. Et avant toute chose, je voulais simplement vous confirmer le fait que les 3 normes, on sera donc au Médiéval de Falaise du 13 au 15 août, donc à Falaise. Falaise se situe entre Caen, Alençon et Le Havre, donc c'est une très belle ville médiévale. C'est une fête médiévale qui est très sympa, que j'ai fait en tant que visiteur, où la partie on sera gratuite. Je reviendrai en live sur les aventures de Bouillon, mais je tenais à m'excuser en vidéo vis-à-vis des gens qui sont venus à Bouillon et qui ont dû payer l'entrée. Ce n'est pas du tout de mon fait, c'est du fait de l'organisation qui a été catastrophique pendant tout l'événement et voilà, je tenais à m'excuser parce que nous on nous a pas vendu du tout ça à la base et sur ce, on se voit peut-être à Falaise pour ceux qui sont dans le coin, voilà, notamment pour les vacances, mais c'est assez chouette et cette année il y a toute une partie de fantasy, on va dire de fantastique. C'est la première fois que les médiévales s'ouvrent au fantastique aussi et ça va être cool. Je n'en doute pas, ça va être cool. Et on va commencer tout de suite. Trois lectures de déception, non, 3 lectures, une déception vraiment, une autre, est-ce qu'on est déçu de la saga où on n'est pas super voilà, dedans, et la 3e c'est une bonne série, voilà, c'est une bonne série mais dont la traduction n'est pas oufissime. Commençons par les larmes, commençons par la déception. Je vous présente The Queen of Nothing de Holly Black. Parle de la faillerie, un petit peu à la sauce, tout ce qui a été ACOTAR et tout, c'est un peu un des bébés d'ACOTAR. C'est une série que j'aimais bien au début. C'est une série que j'ai découverte avant qu'elle sorte en français et par le biais de moultes aventures qui ne m'ont pas permis de me rendre en Angleterre, là où j'achète les livres, du fait que je suis normande et que c'est quand même très accessible pour nous autres. Il y a le fait que j'ai pris du retard sur la série et que ça faisait longtemps que j'avais lu le tome 2. J'avais lu le tome 2 quand je avais pris le bateau pour aller en Irlande, avant le C. Ça commence un petit peu à remonter et donc j'avais hâte de lire cette suite. Je trouvais le texte assez intéressant dans l'intérêt qui était porté aux failles et dans le traitement des failles dans le texte, c'est-à-dire qu'on est loin de l'image, je trouve, de ACOTAR, du truc, les failles en fait elles sont gentilles, c'est des personnages principaux avec plein de qualités et tout ça, hein, voilà. Alors que la fae, je le répète, n'est pas un être bon. Rares sont les auteurs qui arrivent à traiter, je trouve, correctement de ces créatures. Et j'avais bien aimé le fait que les fae, dans ce texte-ci, elles sont viles, elles sont méchantes. Il y a du bullying, donc le personnage principal est embêté par un autre personnage qui est une fae. En fait, c'est l'histoire de Jude. Jude, elle a une sœur jumelle, ils ont pas une vie facile, hein, parce que quand elles sont jeunes, elles sont kidnappées par leur beau-père, donc le père de leur sœur aînée, qui est autre qu'une fae. Voilà, elles sont humaines. La parent de la jeune fille, en fait, ils ont fui les territoires fae et ils ont eu des enfants humains parce que tous les deux étaient humains. On va donc suivre Jude des années après. Jude, c'est un personnage un peu particulier. Comment on veut dire, c'est une grosse envieuse dans le sens elle aspire à être une fae parce qu'elle est, et on la comprend, elle est triste, elle est un peu désabusée du fait de voir tout autour d'elle des créatures bonasses et elle est en mode je suis un humain parmi des créatures tellement viles, impressionnantes et belles et manipulatrices, alors que Jude a envie d'être comme ça et donc elle va tout faire un petit peu pour devenir fae, notamment elle va être mêlée aux complots politiques qui vont un petit peu s'entrelacer au cours du roman. Mais on est sur une aventure où Jude obtient du pouvoir, on s'en doute bien, rien qu'au niveau du titre, et dans celui-ci on est sur une question un petit peu d'éloignement de la cour et tout ça. On est sur un personnage qui a un petit peu perdu tout et c'est ce qui était assez intéressant et c'est ce que j'avais envie de voir, un petit peu la Jude un peu plus faible, un petit peu moins à l'image de ce qu'on avait. Et ça a été une déception. Ça a été une déception. Alors cette déception, je dois le dire parce que je l'ai pas prévenu en update, quand je suis dans une période, on va dire, de correction très intense, donc je suis très chiante avec mes lectures, au point que j'ai du mal à apprécier mes lectures. Ça devient compliqué de lire avec du plaisir en ce moment. Tu fais des corrections, c'est un peu compliqué d'être sur le texte, de pas vouloir corriger le texte, c'est très chiant. Et donc je me suis dit, soit c'est ça, soit objectivement le texte est moins bon, et je pense que le texte est moins bon parce que déjà la narration, pour une fin de tome, voilà, vraiment, pour une fin de trilogie, je me suis dit tout ça, pour ça, je me suis dit,
ok. C'est un récit qui se voulait un peu manipulateur et politique dans les intentions dès le début, et en fait tout se dénoue super vite, un peu trop facilement, et j'étais en mode mais c'est quoi ce happy ending qui se profile, je ne comprends pas, et tout est un peu prévisible, ce qui fait que pour moi ça n'a pas du tout fonctionné, et surtout alors ça je ne sais pas si c'est parce que j'ai vieilli, que j'ai été sensibilisée plus à la question qu'il y a on va dire 5-6 ans, c'est le rapport à la relation toxique. Alors dès le début, j'ai vu que entre Rhysand et oula, le lapsus qu'il faut pas. Dès le début, j'ai su que entre les deux personnages principaux, il y avait un problème de toxicité parce que on est sur un enemies to lover, mais qui est pas vraiment réussi dans le sens que le personnage il intimide l'autre, il l'humilie à l'école, et voilà, il y a une espèce de romance qui va se développer. Le personnage arrive à développer des sentiments pour un personnage qui l'a maltraité pendant toute son enfance. Voilà, moi c'est pas on va dire des choses que je trouve intéressantes à faire découvrir au jeune public, hein, parce qu'il faut savoir que ce genre de texte est adressé au jeune lectorat. Voilà, j'aurai des choses à vous dire l'année prochaine dans mon bilan de fin d'année, parce que j'apprends des choses en salon sur ça, ça me fait toujours un peu en mode waouh, moi je me rendais pas compte de ça, mais ce qui fait que tous ces éléments, ou même Jude n'est un peu que l'ombre d'elle-même, parce que la Jude amoureuse et tout ça, j'ai dit mais c'est pas le personnage dans mes souvenirs, je sais pas, et ce qui fait que la toxicité en fait dedans, elle est pas super bien traitée. En fait j'ai l'enemies to lover, la relation et tout, c'est tu vois, pour avoir lu Le Prince captif, je trouve que Prince Captif traite quand même un peu mieux la chose que ça. Là, on est vraiment un peu dans une banalisation, voire une romantisation de ça, et c'est pas ouf, parce que je suis obligée de le rappeler, parce que pour certains c'est un peu compliqué à comprendre. La littérature a pour un de ses biais principaux de transmettre des messages. C'est par la littérature qu'on fait évoluer les sociétés par exemple, et transmettre le message d'une romantisation d'une relation toxique à une période, voilà, parce que c'est sorti dans les années 2010 où on parlait déjà du problème de violence et tout ça dans les couples, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, surtout au public auquel c'est adressé, qui a pas forcément le recul. Et au-delà de ça, la conclusion pour moi elle est pas réussie, elle est assez plate. Il y a pas tellement d'éléments qui se passent. Il y a 2-3 sursauts dans l'intrigue où je me suis dit oh ça va développer. Et même j'ai l'impression que voilà, c'est une trilogie parce qu'il fallait faire une trilogie, mais rien n'est développé. Alors, simplement, est-ce que c'est parce que je suis saoulée des young adultes ? C'est peut-être ça aussi, on va pas se le cacher. C'est peut-être ça aussi que depuis des années, maintenant, je lis beaucoup de fantasy adulte et que maintenant, je me complais plus à lire des récits qui sont un petit peu moins développés au niveau de l'intrigue. Je ne sais pas, mais ça n'a pas été forcément une réussite. Et franchement, je suis pas sûre de vous conseiller, en fait, cette série, parce que le seul truc qui est intéressant, c'est l'univers. C'est l'univers, c'est la richesse, et je trouve qu'il était beaucoup mieux traité dans les deux premiers, mais c'est la richesse des paysages, des faées, comment elles sont traitées, les costumes qui sont décrits, la manipulation, le traitement de la créature fae est intéressante, et même les faées deviennent un peu chiantes à la fin. Voilà. Et ce qui fait que, malgré le fait que le livre est un livre dégagé au niveau LGBT et tout, je suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup. Voilà. Après, si vous avez aimé ACOTAR, je suis sûre que vous allez aimer ça. Hein, c'est la même soupe. Je pense que beaucoup de gens pourront apprécier de remanger la même chose. Personnellement, déjà que la première portion avait pas été ouf, la seconde ne l'est vraiment pas non plus. Ensuite, nous allons passer à un graphique. Je suis obligée de vous le présenter parce que je suis cette série, comme je vous l'ai dit, depuis extrêmement longtemps. Alors je suis très très contente qu'elle arrive enfin dans les mains d'un public beaucoup plus grand, voilà, qu'elle l'a été au début. Je suis cette série depuis la sortie du chapitre 5 sur Webtoon, ce qui remonte à des années. Là, on compte vraiment à des années. Je sais pas depuis quand Rachel écrit, mais ça fait très très longtemps. Je suis là tous les dimanches pour lire le chapitre, et pour tout vous dire, les nouveaux chapitres qui sont sortis sont ouf. Le dernier qui est sorti dimanche, j'étais en mode what the fuck, on va. Donc, je vous parle de Lore Olympus. Lore Olympus, mon cœur, le bon sang, ma veine, de Rachel Smith, qui est donc une réécriture du mythe de Perséphone et Hadès. Je suis peut-être pas sûre de vous refaire un peu le pitch parce que c'est un livre qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo qui parlait que du webtoon, où en fait c'est Perséphone qui arrive sur l'Olympe et qui va par un concours de circonstances rejoindre Hadès dans les enfers, et là-bas ils vont s'apprivoiser très rapidement, et Perséphone
va devoir cacher de lourds secrets. Voilà, c'est un roman qui est assez complet sur la mythologie gréco-romaine, qui réinterprète énormément de choses. Un roman, bien que les dessins soient très jolis et colorés, qui parle de sujets de fond qui peuvent être assez traumatisants. Alors rien n'est... C'est explicite sans l'être, mais on va parler notamment des agressions d'ordre sexuel dans le texte. Et on va suivre la répercussion que ça a dans ce titre-ci, ce qui est très émouvant. C'est une partie que j'aime beaucoup. Et en plus, on voit The Queen, the best. Il y a donc Héra, l'amour de ma vie dans le Olympus, qui, je trouve, a pour avantage de traiter les figures gréco-romaines de façon originale. C'est-à-dire que Rachel, elle a une lecture un peu plus moderne des mythes, et ce qui fait que Héra, qui est présentée un peu comme une déesse très vengeresse, hein, elle la présente comme une femme qui est trompée par son mari qui couche absolument avec tout le monde. Et elle est trop forte. On revient sur un personnage assez intelligent, assez fort. Ici, l'arrivée de Perséphone à l'université et on va dire son arrivée un petit peu dans les enfers par un biais que je vous laisse découvrir dans le roman. Les critiques sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que moi je connais l'histoire, donc simplement je suis pas du tout fan de la traduction. Alors comme je vous dis, je ne sais pas si c'est moi qui lis l'anglais de façon plus littéraire, mais je trouve que la traduction, elle est, je pense, pensée pour ouvrir le texte à beaucoup plus de lectorat, et notamment un lectorat un petit peu plus jeune, parce que je trouve que les dialogues sont pas d'une richesse de vocabulaire ouf, et surtout sont un peu bébêtes parfois. Voilà, ils sont un peu infantilisants, si on peut dire ça. Ce qui serait logique parce que Perséphone est une jeune fille de 19 ans dans le texte, Hadès est un peu plus vieux, et je dois vous le dire, c'est traité dans le texte et tout est pensé. Voilà, Hadès, quand il va apprendre l'âge de Perséphone, ça va lui poser un problème en disant il peut pas avoir des sentiments pour une gamine de 19 ans, tu vois. Donc c'est un livre qui est très, comment dire, ouvert sur plein de questions et qui pose des questions réelles sur la mythologie gréco-romaine. C'est ça qui est très intelligent dans le texte. C'est assez drôle, c'est assez beau. Après, la beauté, malheureusement, n'est pas, je trouve, mise en avant. Alors ça, ce n'est pas forcément la faute d'Hugo. C'est un choix éditorial de l'avoir imprimé sur ce type de papier. Mais le papier, en ce moment, c'est une galère sans nom. Et ça va être encore plus une galère à partir du mois de septembre. Selon mon imprimeur, je peux vous dire qu'on va encore avoir des augmentations. C'est un plaisir. Ce qui fait que je pense que si vous voulez faire sur du papier glacé, qui à mon sens aurait été beaucoup plus légitime pour rendre un texte aussi beau, parce que visuellement, la lecture en numérique est beaucoup plus belle que la lecture sur papier, je dois vous le dire. Même au niveau du rendu des couleurs, tout paraît terne en fait sur ce papier-là. Mais je pense sincèrement que c'est dû au fait des pénuries de papier. Mais il en reste que c'est un très bel ouvrage. Voilà. Moi, ça me permet de soutenir une autrice que je lis depuis très très longtemps de manière gratuite, et je suis extrêmement contente que leur Olympus tombe dans les mains. Si vous savez lire l'anglais, je vous conseille de plutôt lire la version anglaise. Pour ça, moi je soutiens l'édition française parce que je travaille dans l'édition française et ça me semble plus légitime pour moi de les soutenir, même si je ne suis pas contre l'idée d'un jour d'acheter peut-être des versions anglaises. S'ils les sortent en paperback par exemple, j'achèterais peut-être en paperback en anglais, mais ce qui fait que voilà, je suis très heureuse. Je peux pas trop critiquer certains choix du fait de la conjoncture actuelle, mais vraiment, si vous aimez la mythologie, je pense que sincèrement vous allez aimer cette réinterprétation, qui est, je trouve, une très bonne réinterprétation, parce que ça, c'est génial, mais le problème de ces séries-là, c'est que c'est des tels succès que les éditeurs vont faire tout pour surfer. Twilight a été la même chose. Et le problème de ce qui en sort, a priori, c'est ce que j'ai lu de Hadès et Perséphone, qui a été publié chez Hugo aussi dans leur collection romance, et d'autres récits que vous m'avez indiqués, qui sont des réinterprétations du mythe qui sont sortis il y a très peu de temps, sont pas forcément ouf en termes de réécriture. Là, on est vraiment sur une réécriture qui est très intelligente, et on va représenter des personnages qui sortent un peu de l'habituel. Donc je vous le conseille si vous êtes fan de ça. Et enfin, c'est... comment vous dire ? Je pense qu'il y a un petit peu de tristesse à mettre dans cette présentation, parce que ce sont des livres qui sont assez importants dans l'imaginaire et qui marquent quelque chose d'important, je trouve, donc on va en parler. Je vous parle du tome 21 et 22 de La Roue du Temps. Ce sont pas des tomes, on va dire, c'est un tome très particulier de La Roue du Temps, on s'approche de la fin, vous voyez, on s'approche de la fin. C'est donc le tome 11e et dernier tome en vérité de Robert Jordan, parce que Robert Jordan est décédé après la rédaction de ces tomes-ci. Donc
ça a été quand même assez triste parce que comme vous le savez, moi je suis pas une grande fan de la plume de Jordan, même de son univers, même de son écriture, mais il en reste qu'il est important dans l'imaginaire, qu'il a une grosse communauté et que c'est assez triste pour un auteur de ne pas finir ses textes. Bon, vous le savez très bien, c'est une très grande angoisse pour nombre d'auteurs de fantasy de ne pas voir la suite de Game of Thrones, ce qui est d'autant plus bizarre parce que spéculer sur la mort d'un auteur c'est un peu chelou, mais il en reste que ça a quand même posé une question éditoriale à la fin, qu'est-ce qu'on va faire de la suite? Et l'avantage qu'il y a eu, c'est que la femme de Jordan, et notamment Jordan, avait laissé des prérogatives dans ses voilà, des brouillons et ce genre de choses, et la suite a été confiée à Sanderson. Et c'est quelque chose d'assez intéressant parce que, je vous spoil un petit peu, mais j'ai lu le tome 13, voilà, et 12 et 13 déjà, et ce qui fait que j'ai pu voir un peu ce que Sanderson a fait, et ce qui fait qu'il a essayé de respecter l'univers de Jordan, ce qui n'a pas forcément été le cas d'autres univers comme Millennium par exemple. Millennium, ça a été une grosse... Je pense que je vous en parlerai peut-être un jour, mais au niveau éditorial, ça a été un grand problème. Voilà, ça posait pas mal de problèmes au niveau éditorial et tout. Là, ça s'est passé plus en douceur, et c'est assez triste de voir le travail inachevé d'un auteur, donc je voulais faire une petite parenthèse là-dessus. Ici pour moi de vous en parler parce que j'ai enchaîné, on va dire, les trois d'un coup. Je dois déjà vous dire que déjà le style d'écriture de Jordan c'est pas ce que je préfère, voilà, c'est pas ce que je préfère, et ici, alors je dois dire que dans le dernier il y a des choses qui se démêlent, enfin il y a des choses, après je trouve sincèrement que par rapport à ce que j'ai lu après, c'est toujours hyper long. Tout est super long. Là, il y a un enlèvement d'un personnage, ça fait des tomes et des tomes que le mec cherche sa femme. T'es en mode, mais quand est-ce que ça va être démêlé? Quand est-ce qu'on va avancer dans l'histoire? Il y a vraiment ce côté où on patauge tout le temps. Je dois dire que j'ai apprécié ce tome 21 dans le sens que on traite pas mal du personnage de Perrine et de Matt, qui sont à mon sens les personnages un peu les plus intéressants de cet univers-ci, et ils vont un petit peu avancer dans leur quête. Après, je vous laisse voir mes autres vidéos sur la roue du temps, parce que je vais pas épiloguer, je trouve que ça sera plus intéressant d'épiloguer sur les tomes de Sanderson, de voir un petit peu, vous montrer un petit peu les différences, mais ça tombe encore dans les mêmes pièges de narration avec les répétitions, le traitement sexiste des personnages, bref, c'est une fantaisie qui date un petit peu, mais je pense sincèrement que si le livre était pas entouré de cette aura morbide, je le critiquerais beaucoup plus, on va dire, au niveau salé. C'est vrai qu'on a un petit peu de développement de la psychologie des personnages, il y a l'ultime bataille qui se prépare. Bon, ça fait des tomes qu'on dit qu'elle se prépare, mais là on sent vraiment que ça avance. On se dit, bon, les jalons sont posés et tout ça, et quand on voit ce que ça a donné avec Sanderson après, tu te dis en fait Jordan il avait un tic d'écriture à dérouler les choses de façon très très lente, parce que sincèrement s'il avait pu finir sa série, on n'aurait pas eu 14 tomes, on aurait eu beaucoup plus de tomes, parce que on voit que Sanderson essaye de précipiter les choses pour essayer de régler les choses au mieux. Je dois dire que le point de vue d'Igwen, c'est une des choses que j'ai bien aimé, parce que les Aes Sedai, je trouvais que ça patougeait un peu dans la semoule depuis quelques tomes, et là on est plus sur du complot où on voit que ça avance en fait, on voit qu'il y a les éléments qui sont placés. Voilà, on sait que ça se débouche, mais sincèrement, c'est le dernier tome qui reste long à lire. Sanderson, c'est, je trouve, beaucoup plus rapide. Pour les gens qui se posaient la question du fait, est-ce qu'on va encore en chier, tu vois, pour avancer dans le livre pendant des tomes, là, malheureusement et tristement, c'est un peu le dernier un petit peu dans son genre, même si, on va dire, les deux derniers tomes de Jordan, donc le tome 10 et 11, sont quand même un peu plus palpitants à mon sens. L'ultime bataille est placée, on essaye de placer les choses, et surtout, les gars, dans celui-ci, je vous l'ai pas dit, mais il y a une révélation. J'étais contente d'avoir une révélation qui me plaise, parce que j'étais en mode... À chaque fois qu'il y a une révélation, je suis en mode... Ouais, bon, mais là, il y a un truc, je me suis dit... What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Genre, il y a des choses qui m'ont étonnée et qui me font dire que, voilà, Jordan... remettez à mon sens un pied un peu plus rythmé dans le texte, même si je vous ferai une vidéo complète sur la roue du temps, c'est pour ça que je ne vais pas trop épiloguer dessus, dès que le tome 14 sera sorti en français, c'est-à-dire je crois en octobre de cette année, donc à la fin de l'année vous aurez une vidéo sur mon avis sur la roue du temps, et j'expliciterai bien plus les choses, mais simplement le seul regret que j'ai, c'est que je trouve que c'est des éditions beaucoup plus belles que les éditions grand format, voilà, que j'en ai une voilà, que je vous présente en book haul, et beaucoup plus pratique de lecture aussi. Alors certes,
c'est un budget, mais même dans la bibliothèque, je trouve qu'elles sont très jolies. Voilà. Et sincèrement, je demanderai à Brajlon, quand elles sortiront en poche, de me les envoyer pour compléter ma collection. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu chiant. Alors ça, c'est vraiment les lecteurs chiants comme moi. C'est que tu vas acheter les 11 premiers tomes, donc ça fait 22 livres comme ceci, dans une belle édition. Et si tu as envie de savoir la suite, faut que tu les achètes en grand format, dans l'ancienne édition. Mais sachant qu'ils sont sortis, on va dire, depuis 1 an, on va pas attendre une sortie poche immédiatement. Ce qui fait que pour les gens qui sont, on va dire, comme moi, un petit peu tac 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 tac, c'est assez frustrant. C'est peut-être engager 3 tomes grand format pour les lire, pour ensuite peut-être en racheter en poche. Donc voilà, c'est un peu chiant. Après, si vous en avez rien à faire, vous en avez rien à faire. Mais c'est vrai que là, ce n'est pas la faute de Brajlon, dans le sens que il y a eu des problématiques éditoriales qui sont tout autour. Mais voilà. C'est un peu mon petit avis pas très fouillé, dans le sens que comme je les ai enchaînés, déjà j'ai du mal à les dissocier, mais que j'aurais plus de choses à vous dire sur le travail de Sanderson à mon sens, et que j'apprécie un peu plus sur La Roue du Temps. C'en est tout. Quand même triste en fait. Quand j'ai fermé le livre et que ça a été les derniers mots de Jordan, je me suis dit... ça a dû être extrêmement difficile pour ses fans à l'époque. Je m'imagine, parce que en tant que lectrice, par d'autres biais, il y a des auteurs qui sont décédés, mais il y a beaucoup d'auteurs que je lis qui sont en fait en dépression et on n'est pas sûr d'avoir la suite. Et ça me peine tellement de pas avoir de suite, par exemple, du Nom du Vent ou pour l'instant des Salauds Gentilshommes, même si les Salauds Gentilshommes, j'espère quand même une sortie plus prochaine. Ça fait des années qui nous qu'il y a une sortie qui est prévue sur Amazon, c'est donc il y a quand même des projets avec les éditeurs qui sont dessinés, mais c'est vrai que ça me peine un petit peu, d'avoir lu ça, et je dois dire que même si je suis critique envers La Roue du Temps, je comprends bien que ça a influencé beaucoup de jeunes auteurs, et que surtout à l'époque il y avait quand même moins de choix dans l'imaginaire, et que ça a été un imaginaire inspiré de Tolkien qui a beaucoup plu à son lectorat. Simplement, moi je trouve que c'est pas une série qui a si bien vieilli que ça sur le fond, mais on en reparlera un petit peu plus en détail plus tard, et c'est simplement peut-être pas le genre de fantasy que j'apprécie plus. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.